Je regarde l'écran de mon ordinateur et mes mains tremblent tellement que je peux à peine tenir la souris. Les images des caméras cachées défilent devant mes yeux et chaque seconde confirme ce que je refusais de croire depuis des mois. Ma meilleure amie, celle que je considérais comme ma sœur, vient de signer un chèque de 150 000 € avec ma signature, et ce n'est clairement pas la première fois. Laissez-moi revenir en arrière, au moment où tout a commencé, parce que cette histoire mérite d'être racontée depuis le début pour que vous compreniez vraiment l'ampleur de la trahison. Je m'appelle Amélie, j'ai 34 ans, et il y a 7 ans, j'ai ouvert une agence de communication digitale à Paris avec ma meilleure amie d'enfance, Sophie. Nous nous connaissions depuis le collège, nous avions grandi ensemble dans le même quartier de Montmartre, partagé nos rêves, nos peines de cœur, nos ambitions. Quand nous avons décidé de lancer cette entreprise, c'était l'aboutissement de toutes nos conversations de jeunesse, de toutes ces nuits à imaginer notre futur ensemble. L'agence a décollé rapidement. Plus vite que nous ne l'avions imaginé, en fait. Dès la première année, nous avons signé des contrats avec de grandes marques, des clients prestigieux qui cherchaient une approche moderne et créative de leur image en ligne. Sophie s'occupait de la partie créative et des relations clients, tandis que je gérais la stratégie, le développement commercial et les finances. Nous étions complémentaires, du moins c'est ce que je croyais. Nous partagions tout, les profits, les décisions, les responsabilités. Nous avions même fait rédiger un contrat d'association où tout était divisé équitablement, 50-50, comme notre amitié. Les 3 premières années ont été extraordinaires. Nous avons déménagé nos bureaux 2 fois pour avoir plus d'espace, embauché une équipe talentueuse de 15 personnes, remporté des prix dans notre industrie. Sophie et moi célébrions chaque victoire ensemble, nous soutenions mutuellement à travers les défis. Quand ma mère est tombée malade, Sophie était là, me couvrant au bureau, m'encourageant à prendre tout le temps nécessaire. Quand elle a traversé une rupture difficile, j'ai dormi sur son canapé pendant 2 semaines pour être sûre qu'elle allait bien. Nous n'étions pas juste des associés, nous étions de la famille. C'est en 4e année que j'ai commencé à remarquer des petites choses étranges. Rien de flagrant au début, juste des détails qui ne collaient pas tout à fait. Un jour, en vérifiant les comptes de l'entreprise, j'ai vu un virement de 20 000 € vers un fournisseur que je ne connaissais pas. Quand j'ai demandé à Sophie, elle m'a expliqué qu'il s'agissait d'un nouveau prestataire pour une campagne, que nous en avions discuté lors d'une réunion où j'étais distraite par un appel urgent. Ça semblait plausible, je me suis dit que j'avais simplement oublié. Puis il y a eu d'autres incidents. Des contrats signés avec des clients que je ne me rappelais pas avoir rencontrés, des dépenses importantes pour du matériel que je ne voyais jamais livré au bureau, des factures payées à des entreprises dont les noms ne me disaient rien. À chaque fois, Sophie avait une explication. Elle était toujours calme, toujours convaincante, avec juste ce qu'il fallait de détails pour rendre ses histoires crédibles. Et moi, je voulais la croire. Qui veut penser que sa meilleure amie, sa sœur de cœur, pourrait la trahir? Je repoussais mes doutes, je me disais que j'étais parano, que le stress du travail me faisait imaginer des problèmes qui n'existaient pas. Mais les sommes ont commencé à augmenter. Des virements de 30 000, 40 000, parfois 50 000 € disparaissaient de nos comptes, toujours avec des justifications qui semblaient tenir la route sur le moment. Sophie me montrait des contrats, des factures, des documents qui expliquaient ces mouvements d'argent. Je les parcourais rapidement, trop occupée par mes propres responsabilités, trop confiante en notre partenariat pour vraiment creuser. Elle était ma meilleure amie depuis presque 20 ans, pourquoi aurais-je dû douter d'elle? L'année dernière, au mois de mars, quelque chose s'est produit qui a tout changé. Ma comptable, Martine, une femme méticuleuse qui travaillait pour nous depuis le début, est venue me voir un vendredi après-midi avec une expression que je ne lui avais jamais vue. Elle avait l'air troublée, presque effrayée. Elle m'a demandé si nous pouvions parler en privé, loin du bureau. Nous sommes allés dans un café en bas de la rue, et là, elle m'a dit quelque chose qui a fait vaciller mon monde. Elle avait remarqué des incohérences dans les comptes depuis plusieurs mois, mais elle n'avait pas voulu m'en parler sans être sûre. Elle avait passé des semaines à vérifier, à recouper les informations, et elle avait découvert que des chèques étaient émis avec ma signature sur des montants énormes, vers des comptes qui n'avaient aucun lien avec nos activités commerciales. Le problème, c'est qu'elle était certaine que je n'avais pas signé ces chèques. Elle connaissait ma signature, elle traitait nos documents financiers tous les jours, et ses signatures étaient différentes. Similaires, certes, mais pas identiques. Quelqu'un imitait ma signature, et ce quelqu'un avait accès à nos comptes bancaires. J'ai d'abord refusé d'y croire. C'était impossible. Qui aurait pu faire ça? Martine m'a montré les copies des chèques qu'elle avait pu récupérer auprès de la banque. En les examinant de près, j'ai vu qu'elle avait raison. Ces signatures me ressemblaient,
Mais ce n'étaient pas les miennes. Certaines lettres étaient formées différemment. L'inclinaison n'était pas tout à fait la même. Un faussaire compétent, mais pas parfait. Qui avait accès à nos chèques? Qui pouvait imiter ma signature assez bien pour tromper la banque? La réponse était évidente, mais je ne voulais pas l'accepter. Seulement 3 personnes avaient accès au coffre où nous gardions les chéquiers de l'entreprise. Moi, Sophie, et Martine. Et Martine était celle qui venait de me révéler la fraude, donc elle était hors de cause. Il ne restait qu'une possibilité. Une possibilité qui me donnait envie de vomir. J'ai dit à Martine de ne rien dire à personne, absolument personne, pendant que j'enquêtais. Je ne pouvais pas accuser Sophie sans preuve solide. Si je me trompais, si c'était quelqu'un d'autre, je détruirais notre amitié pour rien. Mais au fond de moi, je savais déjà. Tous ces incidents étranges des dernières années, toutes ces explications qui semblaient justes mais qui maintenant, avec ce nouveau regard, paraissaient suspectes. Les pièces du puzzle commençaient à se mettre en place, et l'image qui se formait était terrifiante. J'ai contacté un détective privé que m'avait recommandé mon avocat. Je lui ai expliqué la situation, lui ai demandé ce que je pouvais faire pour obtenir des preuves sans éveiller les soupçons. Il m'a conseillé d'installer des caméras cachées dans le bureau, particulièrement près de mon espace de travail et du coffre. C'était légal puisque c'était mon entreprise et mon espace, même si l'idée d'espionner ma meilleure amie me répugnait. Mais je devais savoir la vérité. L'installation a été faite un dimanche, quand le bureau était vide. 3 caméras minuscules, dissimulées dans des objets de décoration, un cadre photo, une plante artificielle, une horloge murale. Elles enregistraient en continu et envoyaient les images sur un serveur cloud sécurisé. Le détective m'a montré comment accéder aux enregistrements depuis mon téléphone ou mon ordinateur personnel. Puis nous avons attendu. Les premiers jours n'ont rien donné. Sophie travaillait normalement, prenait des appels, gérait des projets. Je me suis mise à espérer que je m'étais trompée, que tout cela n'était qu'un malentendu, qu'il y avait une autre explication. Peut-être qu'un employé mécontent avait trouvé un moyen d'accéder au coffre. Peut-être qu'il y avait une faille de sécurité que nous n'avions pas identifiée. N'importe quoi d'autre que la vérité que je redoutais. Le mercredi de la 2e semaine, j'avais un rendez-vous à l'extérieur toute la journée avec un client important. Sophie savait que je ne reviendrais pas au bureau avant le lendemain. En milieu d'après-midi, pendant que j'étais en réunion, j'ai reçu une notification sur mon téléphone. Le système de détection de mouvement des caméras s'était activé dans mon bureau. J'ai attendu une pause dans la réunion pour vérifier l'enregistrement. Ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Sophie était entrée dans mon bureau, elle avait regardé autour d'elle pour s'assurer qu'elle était seule, puis elle avait ouvert le coffre avec sa clé. Elle avait sorti un chéquier, l'avait posé sur mon bureau, et avait commencé à remplir un chèque. 150 000 €. À l'ordre d'une société dont je n'avais jamais entendu parler. Puis elle avait pris un stylo, mon stylo préféré que je laissais toujours sur mon bureau, et elle avait signé. Ma signature. Pas la sienne, la mienne. Elle avait pris son temps, formant chaque lettre avec soin, reproduisant mon écriture avec une précision qui montrait qu'elle avait fait ça suffisamment de fois pour être devenue experte. C'était surréaliste de la regarder imiter ma signature avec tant d'aisance, comme si c'était une seconde nature pour elle. Une fois le chèque signé, elle l'avait photographié avec son téléphone, probablement pour l'envoyer au destinataire. Puis elle avait rangé le chéquier dans le coffre, refermé la porte, et était sortie de mon bureau comme si de rien n'était. Toute l'opération avait duré moins de 5 minutes. Elle était rapide, efficace, confiante. Ce n'était clairement pas la première fois. J'étais dans les toilettes du restaurant où se tenait ma réunion, tremblante, les larmes coulant sur mes joues, essayant de respirer. Ma meilleure amie. Celle qui avait été à mes côtés à chaque moment important de ma vie. Celle qui connaissait tous mes secrets, toutes mes peurs, tous mes rêves. Elle me volait depuis des années, falsifiait ma signature, détournait l'argent de notre entreprise, et elle faisait ça avec un sang-froid qui me donnait le vertige. J'ai dû retourner dans la réunion et faire semblant que tout allait bien, sourire, discuter stratégie marketing, alors que mon monde venait de s'effondrer. Je ne me rappelle pas ce qui a été dit pendant le reste de cet après-midi. J'étais en pilote automatique, hochant la tête au bon moment, disant les bonnes choses, mais mon esprit était ailleurs, rejouant encore et encore ces images de Sophie signant ce chèque avec ma signature. Ce soir-là, je suis rentrée chez moi et j'ai passé la nuit à regarder tous les enregistrements des caméras depuis leur installation. J'ai aussi demandé au détective de récupérer tous les chèques émis sur nos comptes au cours des 7 dernières années. Martine m'a aidé à compiler une liste de toutes les transactions suspectes qu'elle avait repérées.
Nous avons travaillé en secret pendant 2 semaines, documentant chaque fraude, chaque signature falsifiée, chaque centime volé. Le montant total était hallucinant. 2 300 000 €. C'est combien Sophie m'avait volé en 7 ans. Elle n'avait pas commencé immédiatement après l'ouverture de l'agence, elle avait attendu la 2e année, quand l'argent avait vraiment commencé à rentrer. Au début, c'était de petites sommes, 5 000 ici, 10 000 là. Suffisamment petites pour passer inaperçues dans le flux constant des dépenses d'une entreprise en croissance. Puis, à mesure que nos revenus augmentaient, elle était devenue plus audacieuse. 50 000, 100 000, une fois même 200 000 € en un seul chèque. L'argent allait vers plusieurs sociétés écrans qu'elle avait créées, des coquilles vides qui n'existaient que sur le papier. Elle avait monté tout un système sophistiqué de blanchiment, transférant les fonds d'un compte à l'autre pour brouiller les pistes. Elle avait aussi créé de fausses factures, de faux contrats, toute une documentation pour justifier ses transferts si jamais quelqu'un posait des questions. Elle avait pensé à tout, ou presque. Vous savez ce qui m'a le plus blessé? Ce n'était même pas l'argent. Bien sûr, 2 millions d'euros, c'est énorme, c'est des années de travail acharné, c'est ma sécurité financière, c'est l'avenir de l'entreprise que j'avais construite. Mais ce qui m'a vraiment détruite, c'était la trahison. Chaque fois qu'elle me regardait dans les yeux et me mentait, chaque fois qu'elle me prenait dans ses bras en sachant ce qu'elle faisait, chaque fois qu'elle riait avec moi autour d'un café en parlant de nos projets d'avenir alors qu'elle sabotait systématiquement notre partenariat. C'était ça qui me rendait malade. J'ai passé ces 2 semaines dans un brouillard de choc et de douleur. Je continuais à aller au bureau, à travailler avec Sophie comme si de rien n'était. Elle ne remarquait rien, ou si elle le faisait, elle n'en montrait rien. Nous déjeunions ensemble, nous plaisantions, nous faisions nos réunions d'équipe. Et tout le temps, je savais. Je savais ce qu'elle était, ce qu'elle faisait, et je devais jouer la comédie en attendant d'avoir toutes les preuves nécessaires. Le détective m'a aussi aidé à découvrir quelque chose d'encore plus choquant. Sophie n'utilisait pas cet argent pour elle-même, du moins pas principalement. Elle avait un petit ami depuis 3 ans, un certain Julien, que je n'avais rencontré que quelques fois. Il était entrepreneur, disait-elle, travaillait dans l'immobilier. En réalité, c'était un joueur compulsif qui avait accumulé des dettes de jeu énormes. Sophie utilisait l'argent volé pour payer ses dettes, pour financer son addiction. Et il savait parfaitement d'où venait cet argent. Ils étaient complices. Voilà ce qui était le moment waouh de toute cette histoire. Ma meilleure amie ne me volait même pas pour elle. Elle me volait pour entretenir l'addiction au jeu de son petit ami pourri. Elle avait détruit notre amitié de 20 ans, trahi ma confiance, mis en péril tout ce que nous avions construit ensemble, pour un homme qu'elle connaissait depuis à peine 3 ans et qui la manipulait pour avoir accès à de l'argent facile. Quand j'ai découvert ça, quelque chose s'est brisé en moi. La tristesse s'est transformée en colère, une colère froide et déterminée. Est-ce que vous avez déjà découvert que quelqu'un que vous aimiez profondément vous trahissait systématiquement? Comment réagit-on à ça? Comment fait-on pour continuer à fonctionner quand tout ce en quoi vous croyez s'avère être un mensonge? J'ai consulté mon avocat avec toutes les preuves que nous avions rassemblées. Les enregistrements vidéo, les copies d'échecs, les relevés bancaires, l'historique complet des fraudes. Il m'a dit que j'avais un dossier en béton, que Sophie risquait plusieurs années de prison pour détournement de fonds, faux et usage de faux, abus de confiance. Il voulait appeler la police immédiatement, mais je lui ai demandé d'attendre. Je voulais la confronter d'abord. Je voulais la regarder dans les yeux et lui donner une chance de m'expliquer pourquoi. Pourquoi moi? Pourquoi nous? Pourquoi détruire quelque chose d'aussi précieux pour de l'argent? J'ai organisé une réunion un vendredi soir, après que tous les employés soient partis. J'ai dit à Sophie que nous devions discuter des finances, que j'avais remarqué des anomalies et que je voulais en parler avec elle en privé. Elle a accepté sans montrer aucun signe d'inquiétude. Pourquoi l'aurait-elle été? Elle m'avait trompé avec succès pendant 7 ans. Elle devait se croire intouchable. Nous étions assises dans la salle de conférence, juste elle et moi. Mon ordinateur portable était ouvert devant moi. Mon avocat attendait dans une pièce adjacente avec un huissier, prêt à intervenir si nécessaire. J'avais aussi contacté la police, qui était prévenue et attendait mon signal si la situation dégénérait. J'étais préparée à tout. J'ai commencé doucement, en lui parlant des incohérences que Martine avait remarquées. Sophie a immédiatement adopté son attitude habituelle, calme et rassurante, commençant à me donner des explications. Mais je l'ai interrompue. J'ai tourné mon écran vers elle et j'ai lancé la vidéo de mercredi dernier, celle où on la voyait signer le chèque de 150 000 € avec ma signature. Le changement sur son visage était incroyable. En une seconde,
Toute couleur a disparu, sa bouche s'est ouverte sans qu'aucun son en sorte, ses yeux se sont écarquillés. Elle a regardé l'écran, puis moi, puis à nouveau l'écran. J'ai vu le moment exact où elle a compris que c'était fini, que je savais tout. Elle a essayé de nier. Elle a dit que ce n'était pas ce que ça semblait être, qu'elle pouvait expliquer. J'ai mis la vidéo en pause sur l'image de sa main formant ma signature et je l'ai regardée dans les yeux. J'ai dit simplement, explique-moi. Explique-moi comment tu signes des chèques avec ma signature, comment tu voles de l'argent à notre entreprise, comment tu me regardes dans les yeux tous les jours depuis 7 ans en sachant ce que tu fais. C'est là qu'elle s'est effondrée. Les larmes ont commencé à couler, elle s'est mise à parler très vite, les mots se bousculant. Elle était désolée, tellement désolée, elle n'avait jamais voulu me faire de mal, c'était Julien, il avait des problèmes, il avait des dettes, des gens dangereux le menaçaient. Elle avait juste voulu l'aider au début, juste une fois, mais ensuite il avait eu besoin de plus, et encore plus, et elle n'avait pas pu s'arrêter. Elle allait tout me rembourser, elle me le jurait, si seulement je lui donnais une chance, si seulement je ne la dénonçais pas à la police. J'ai écouté en silence, et à chaque mot, je sentais mon cœur se durcir un peu plus. Elle ne présentait pas d'excuses sincères, elle cherchait des justifications. Elle rejetait la faute sur Julien, sur les circonstances, sur tout sauf sur elle-même. Elle ne comprenait pas, ou ne voulait pas comprendre, qu'elle avait fait un choix. Pas une fois, mais des centaines de fois sur 7 ans. Chaque signature falsifiée était un choix conscient de me trahir. Je lui ai sorti les documents que mon avocat avait préparés. Un récapitulatif complet de tous les chèques frauduleux, 2 300 000 € au total. Elle est devenue blanche en voyant le montant. Je ne pense pas qu'elle avait réalisé combien elle avait pris au fil des années. Ou peut-être qu'elle ne voulait pas y penser. Ensuite je lui ai montré les documents concernant Julien. Les enquêtes du détective, les preuves qu'il savait parfaitement d'où venait l'argent, les messages qu'ils avaient échangés où ils discutaient des montants, des casinos, des sommes nécessaires pour éponger ses dettes. Elle était abasourdie que j'ai découvert ça aussi. Elle a murmuré qu'elle ne savait pas que j'étais au courant pour Julien. J'ai eu un rire sans humour. Il y avait tellement de choses qu'elle pensait que je ne savais pas. Mais maintenant, je savais tout. Et maintenant, nous allions devoir gérer les conséquences. Je lui ai donné 2 options. La première, nous allions immédiatement chez la police, je déposais plainte, elle et Julien étaient arrêtés et accusés de fraude, détournement de fonds, et toute une série d'autres charges. Elle passerait probablement plusieurs années en prison, aurait un casier judiciaire, perdrait sa réputation, sa carrière, tout. La deuxième option, elle me signait immédiatement des documents où elle reconnaissait les faits, renonçait à ses parts de l'entreprise, s'engageait à me rembourser intégralement avec un échéancier strict, et disparaissait de ma vie pour toujours. Si elle acceptait la deuxième option et respectait ses engagements, je ne porterais pas plainte. Sophie a choisi la deuxième option, évidemment. Elle a signé tous les documents que mon avocat lui a présentés. L'huissier a tout authentifié. En l'espace d'1 heure, elle n'était plus ma associée. Elle n'avait plus aucun droit sur l'entreprise que nous avions construite ensemble. Elle s'est aussi engagée à rembourser 50 000 € par mois jusqu'à extinction de la dette. Mon avocat avait vérifié ses finances, elle avait les moyens, surtout maintenant qu'elle n'aurait plus à financer les addictions de Julien. Car oui, elle a aussi dû rompre avec lui immédiatement. C'était une condition non négociable. Mon avocat a contacté Julien directement, lui expliquant que nous avions toutes les preuves de sa complicité dans la fraude, et que s'il s'approchait encore de Sophie ou essayait de lui soutirer de l'argent, nous le poursuivrions en justice. Apparemment, face à une menace légale réelle, il s'est évaporé dans la nature. Quelle surprise! L'homme qui prétendait tant l'aimer s'est révélé n'être intéressé que par l'argent. Ce soir-là, après que Sophie soit partie, après avoir signé tous les papiers qui officialisaient la fin de notre partenariat et de notre amitié, je suis restée seule dans le bureau. L'espace qui avait été notre rêve commun, où nous avions passé tant d'heures à travailler ensemble, à construire quelque chose. Maintenant, c'était juste mon bureau. Mon entreprise. Mon fardeau à porter seul. J'ai pleuré cette nuit-là. Pas pour l'argent, même si 2 millions d'euros c'est énorme. J'ai pleuré pour la perte de mon ami. Pour les 20 ans d'amitié qui s'étaient révélés être basés sur un mensonge, du moins ces 7 dernières années. J'ai pleuré pour la Sophie que je croyais connaître, qui avait peut-être existé un jour mais qui avait disparu quelque part en chemin. J'ai pleuré pour ma propre naïveté, pour avoir fait confiance aveuglément, pour ne pas avoir vu les signes plus tôt. Les semaines suivantes ont été difficiles. Il a fallu annoncer le départ de Sophie à l'équipe. J'ai inventé une histoire de désaccord stratégique, de volonté de poursuivre des chemins différents.
Je ne voulais pas salir sa réputation publiquement, même si elle le méritait peut-être. Nos employés méritaient de travailler dans un environnement serein, sans être impliqués dans ce drame. Certains ont été surpris, d'autres avaient peut-être remarqué des tensions qu'ils n'avaient pas osé mentionner. Mais l'équipe s'est ralliée autour de moi. Nous avons continué à travailler, à livrer nos projets, à servir nos clients. L'entreprise a survécu, même si pendant un moment j'ai douté qu'elle le puisse. Le plus dur a été de reconstruire ma confiance. Pas seulement envers les autres, mais envers mon propre jugement. Comment pouvais-je faire confiance à quiconque après ça? Comment pouvais-je être sûr de ne pas me tromper à nouveau sur les gens? J'ai consulté un thérapeute, j'en avais besoin. Nous avons parlé pendant des mois de la trahison, de la culpabilité que je ressentais bizarrement, comme si c'était ma faute de ne pas avoir vu plus tôt, de la colère qui me consumait parfois. Sophie a commencé à me rembourser comme convenu. Chaque mois, 50 000 € arrivaient sur le compte de l'entreprise. C'était quelque chose, au moins. À ce rythme, il faudrait près de 4 ans pour tout récupérer, mais c'était mieux que rien. Elle a aussi envoyé quelques messages au début, essayant de me parler, de s'expliquer davantage, de reconstruire quelque chose. Je n'ai jamais répondu. Il n'y avait rien à dire. Elle avait fait ses choix, j'avais fait les miens. 6 mois après la confrontation, j'ai appris par une connaissance commune que Sophie avait déménagé à Lyon, qu'elle travaillait maintenant dans une petite agence de communication là-bas. Apparemment, elle avait gardé profil bas, ne parlait jamais de notre ancienne entreprise, de notre partenariat. Je me demandais si elle avait raconté à quelqu'un pourquoi elle était partie. Probablement pas la vraie raison. Quant à Julien, le détective m'a informé qu'il avait déjà trouvé une nouvelle victime, une femme plus âgée avec de l'argent qu'il était en train de manipuler pour financer ses sessions au casino. Certaines personnes ne changent jamais. J'ai brièvement envisagé de prévenir cette femme, mais mon avocat m'a conseillé de ne pas m'impliquer davantage. Je devais avancer avec ma propre vie, pas m'accrocher à la leur. L'entreprise a continué à prospérer. Sans Sophie, paradoxalement, nous avons gagné en efficacité. J'ai embauché une nouvelle directrice créative, quelqu'un de talentueux que j'ai soigneusement vérifié avant de lui confier des responsabilités importantes. J'ai aussi mis en place des systèmes de contrôle beaucoup plus stricts. 2 signatures obligatoires pour tout chèque ou virement supérieur à 10 000 €. Des audits réguliers par un cabinet externe. Une séparation claire des responsabilités financières. J'avais appris ma leçon, même si elle m'avait coûté très cher. 1 an après la confrontation, j'ai reçu une longue lettre de Sophie. Elle y avait écrit tout ce qu'elle n'avait pas pu me dire ce soir-là, tout ce qu'elle avait sur le cœur. Elle parlait de comment elle avait commencé, comment une petite fraude pour aider Julien s'était transformée en spirale incontrôlable. Elle expliquait qu'elle était tombée amoureuse de lui, qu'il était charmant au début, avant qu'elle découvre son addiction. Quand elle avait voulu partir, il l'avait menacée de tout révéler, de me dire ce qu'elle avait fait. Elle s'était sentie piégée, obligée de continuer pour garder son secret. Elle écrivait qu'elle comprenait que je ne puisse jamais lui pardonner, qu'elle ne demandait même pas mon pardon. Elle voulait juste que je sache qu'elle regrettait profondément, qu'elle pensait à moi chaque jour, qu'elle avait détruit la chose la plus précieuse dans sa vie par cupidité et par peur. Elle disait qu'elle suivait maintenant une thérapie, qu'elle essayait de comprendre comment elle avait pu devenir cette personne, comment elle avait pu trahir ainsi sa meilleure amie. J'ai lu cette lettre plusieurs fois. Une partie de moi voulait être touchée, voulait croire à sa sincérité. Mais une autre partie, plus sage peut-être, se rappelait de toutes les fois où elle m'avait regardé dans les yeux en mentant. Se rappelait comment elle avait pleuré et s'était excusée ce soir-là, non pas parce qu'elle regrettait vraiment de m'avoir trahi, mais parce qu'elle s'était fait prendre. Je n'ai pas répondu à sa lettre. J'ai juste continué à avancer. Ce qui m'a le plus surprise dans tout ce processus, c'est comment ma perception de notre amitié a changé rétrospectivement. Maintenant, quand je repensais à nos années ensemble, je me demandais constamment ce qui était réel et ce qui était faux. Quand elle me consolait après ma rupture il y a 5 ans, était-ce de la vraie empathie ou du théâtre? Quand elle organisait une fête surprise pour mon anniversaire, le faisait-elle par amour ou par culpabilité? Chaque souvenir était maintenant teinté de doute, contaminé par la connaissance de sa trahison. Le pire, c'était les photos. J'avais des centaines de photos de nous deux ensemble, documenting notre amitié depuis l'adolescence jusqu'à récemment. Des photos de nous au lycée avec nos coupes de cheveux ridicules, des photos de notre voyage à Barcelone après le bac, des photos du jour où nous avons signé le bail de notre premier bureau. Je ne pouvais plus les regarder sans ressentir une douleur aiguë dans la poitrine. J'ai fini par les mettre toutes dans une boîte au fond de mon placard.
Peut-être qu'un jour je pourrais les regarder à nouveau et me souvenir du bon sans être écrasé par le mauvais, mais ce jour n'était pas encore arrivé. Ma famille et mes autres amis ont été un soutien incroyable pendant cette période. Ma mère, qui avait toujours adoré Sophie, était dévastée quand je lui ai raconté ce qui s'était passé. Elle n'arrivait pas à croire que la fille qu'elle considérait comme sa deuxième fille puisse faire quelque chose d'aussi horrible. Mon frère, lui, était furieux. Il voulait aller confronter Sophie, la faire payer d'une manière ou d'une autre. J'ai dû le calmer, lui expliquer que c'était fini, que la justice avait été faite à sa manière, que la meilleure revanche était de réussir sans elle. Mes autres amis ont été partagés dans leurs réactions. Certains ne pouvaient pas croire que Sophie, qu'ils connaissaient aussi depuis des années, ait pu faire ça. D'autres m'ont avoué qu'ils n'avaient jamais vraiment aimé Sophie, qu'ils trouvaient qu'elle avait quelque chose de faux, mais qu'ils n'avaient jamais osé me le dire. Ces révélations étaient à la fois validantes et frustrantes. Pourquoi personne ne m'avait dit quoi que ce soit? Mais je comprenais aussi. On ne veut pas dire du mal de la meilleure amie de quelqu'un sans preuve concrète. L'entreprise a atteint de nouveaux sommets l'année suivante. Nous avons gagné notre plus gros contrat à ce jour, une campagne nationale pour une marque de luxe française prestigieuse. L'équipe s'était agrandie à 25 personnes. Nous avions déménagé dans des bureaux plus spacieux dans le 10e arrondissement. Financièrement, malgré les 2 millions perdus, nous étions solides et en croissance constante. J'ai aussi commencé à sortir à nouveau avec quelqu'un, un architecte nommé Thomas que j'avais rencontré lors d'un événement networking. Au début, j'étais terrifiée à l'idée de faire confiance à quelqu'un à nouveau, de me laisser être vulnérable. Mais Thomas était patient, compréhensif. Quand je lui ai raconté ce qui s'était passé avec Sophie, il ne m'a pas jugé pour ma naïveté, il ne m'a pas dit que j'aurais dû voir les signes plus tôt. Il m'a juste écouté, m'a tenu dans ses bras, et m'a dit que ce qui était arrivé n'était pas ma faute. Il m'a fallu longtemps pour vraiment intégrer cette vérité. Ce n'était pas ma faute. J'avais fait confiance à quelqu'un qui était censé être digne de confiance. J'avais cru en notre amitié, en notre partenariat. Ce n'était pas un défaut de ma part, c'était une trahison de la sienne. La faute était entièrement sur elle, pas sur moi. 2 ans après la confrontation, Sophie a terminé de me rembourser. Le dernier virement est arrivé avec un message bref. Voilà le dernier paiement. Je ne t'embêterai plus jamais. Je suis vraiment désolée pour tout. J'ai regardé ce message pendant longtemps, cherchant à ressentir quelque chose, n'importe quoi. Mais il n'y avait plus rien. Pas de colère, pas de tristesse, juste une sorte de vide là où elle avait été autrefois. J'ai répondu simplement, bien reçu. Je te souhaite bonne chance pour la suite. Et c'était tout. 20 ans d'amitié résumés en 2 messages froids et formels. C'était triste, d'une certaine manière, mais c'était aussi libérateur. Je n'avais plus besoin de penser à elle, de me demander si elle me remboursait, de garder cette colère en moi. C'était vraiment fini. Aujourd'hui, 3 ans après avoir découvert la vérité, ma vie est radicalement différente. L'entreprise emploie maintenant 35 personnes et est reconnue comme l'une des meilleures agences de communication digitale en France. Nous avons ouvert un bureau satellite à Marseille. Je suis en couple sérieux avec Thomas, nous parlons même de nous marier l'année prochaine. J'ai reconstruit ma confiance, non seulement envers les autres, mais envers moi-même. Est-ce que je pense encore à Sophie? Oui, parfois. Surtout lors de moments importants qui auraient autrefois été des occasions de célébration entre nous. Quand j'ai gagné un prix professionnel prestigieux l'année dernière, ma première pensée a été de l'appeler pour lui annoncer, avant de me rappeler qu'elle n'était plus dans ma vie. Ces moments sont douloureux, mais ils deviennent de plus en plus rares avec le temps. J'ai appris tellement de choses de cette expérience terrible. J'ai appris que la confiance est précieuse mais qu'elle doit être méritée continuellement, pas juste donnée aveuglément parce que quelqu'un était là depuis longtemps. J'ai appris qu'il faut vérifier, contrôler, mettre en place des systèmes, même avec les gens qu'on aime. Ce n'est pas de la méfiance, c'est de la prudence responsable. J'ai aussi appris que la trahison, même la plus profonde, ne définit pas qui vous êtes. Elle définit qui était le traître, pas la victime. J'ai refusé de laisser ce que Sophie m'avait fait me transformer en quelqu'un d'amer, de cynique, incapable de faire confiance à nouveau. Oui, je suis plus prudente maintenant, plus attentive aux signes d'alerte. Mais je n'ai pas fermé mon cœur. La partie la plus étrange de toute cette histoire, c'est que parfois, dans mes moments de réflexion profonde, je me surprends presque à être reconnaissante pour ce qui s'est passé. Pas pour la trahison elle-même, bien sûr, ni pour la douleur qu'elle a causée. Mais pour ce qu'elle m'a enseigné sur ma propre force,
sur ma capacité à survivre à quelque chose qui semblait insurmontable sur le moment. Quand j'ai découvert ce que Sophie faisait, j'ai cru que mon monde s'effondrait. Et d'une certaine manière, c'était le cas. Le monde que je connaissais, basé sur une amitié que je croyais inébranlable, a effectivement cessé d'exister. Mais à sa place, j'ai construit quelque chose de nouveau, quelque chose de plus solide parce qu'il était fondé sur la vérité plutôt que sur des illusions confortables. L'entreprise est maintenant plus forte parce que j'ai mis en place des structures et des contrôles appropriés. Mes relations sont plus authentiques parce que je suis plus honnête sur mes besoins et mes limites. Ma vie est plus épanouie parce que je ne porte plus le poids d'une amitié toxique qui se nourrissait de mensonges. Si je pouvais retourner en arrière et empêcher tout cela d'arriver, est-ce que je le ferais? Honnêtement, je ne sais pas. Une partie de moi voudrait épargner à la Amélie d'il y a 7 ans toute cette douleur, toute cette trahison. Mais une autre partie reconnaît que je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui sans avoir traversé cette épreuve. Je suis plus forte, plus sage, plus consciente de ma propre valeur. Ce que j'ai réalisé, c'est que Sophie ne m'a pas volé que de l'argent. Elle m'a aussi volé des années de vraie amitié, des souvenirs authentiques, la possibilité de construire quelque chose de réel ensemble. Mais elle ne m'a pas volé mon avenir. Elle ne m'a pas volé ma capacité à réussir, à aimer, à faire confiance à nouveau. Ces choses-là, personne ne peut me les prendre, peu importe ce qu'ils font. Il y a quelques mois, j'étais dans un café à Paris et j'ai cru voir Sophie de loin. Mon cœur s'est accéléré, j'ai senti l'adrénaline monter. Mais quand la femme s'est retournée, ce n'était pas elle. Et j'ai réalisé que même si ça avait été elle, ça n'aurait plus d'importance. Elle n'a plus aucun pouvoir sur moi, plus aucune place dans ma vie. Elle est devenue une étrangère, quelqu'un que j'ai connu autrefois mais qui n'existe plus dans mon présent. Parfois je me demande comment elle va, si elle a réussi à reconstruire sa vie, si elle a trouvé la paix avec ce qu'elle a fait. Mais ce sont des pensées passagères, des curiosités abstraites plutôt que des préoccupations réelles. Sa vie ne me concerne plus, et la mienne ne la concerne plus. La leçon la plus importante que j'ai tirée de tout cela, c'est que la vraie force ne vient pas de ne jamais être blessé, mais de la façon dont on se reconstruit après avoir été brisé. J'ai été brisé par la trahison de Sophie, aucun doute là-dessus. Pendant des mois, je me suis sentie comme un puzzle dont les pièces avaient été éparpillées aux 4 vents. Mais j'ai ramassé ces pièces, une par une, et je me suis reconstruite. Pas de la même manière qu'avant, mais d'une manière nouvelle, peut-être meilleure. Je regarde maintenant mon entreprise, mon équipe, ma vie, et je suis fière de ce que j'ai accompli, pas seulement malgré la trahison, mais d'une certaine manière grâce à la détermination qu'elle a suscitée en moi. J'ai prouvé à moi-même que je pouvais réussir seule, que je n'avais pas besoin de Sophie, que notre succès n'était pas uniquement dû à notre partenariat mais aussi à mon propre travail acharné et à mon talent. Et vous savez ce qui est ironique? L'entreprise performe mieux maintenant qu'elle ne l'a jamais fait quand Sophie était là. Non pas parce qu'elle était incompétente, elle était brillante dans son travail. Mais parce que je ne passe plus d'énergie à gérer une relation toxique, à combler les trous financiers qu'elle créait en secret, à naviguer dans un partenariat qui était basé sur des mensonges. Les caméras cachées sont toujours là, d'ailleurs. Je ne les ai jamais enlevées. Au début, c'était par paranoïa, par peur qu'un autre employé puisse faire la même chose. Mais maintenant, elles sont juste là, un rappel silencieux de toujours rester vigilante, de ne jamais laisser la confiance aveugle remplacer la prudence intelligente. Est-ce que je regrette d'avoir installé ces caméras, d'avoir espionné ma meilleure amie? Non. Sans elle, je n'aurais jamais su. Sophie aurait continué à me voler, peut-être pendant encore des années, jusqu'à ce que l'entreprise soit complètement saignée à blanc. Ces caméras ont sauvé mon entreprise, et d'une certaine manière, elles m'ont aussi sauvée. La confrontation elle-même reste gravée dans ma mémoire comme l'un des moments les plus difficiles de ma vie. Regarder quelqu'un que j'aimais comme une sœur s'effondrer devant moi, pleurer, supplier, a été atroce. Mais c'était nécessaire. J'avais besoin de ce moment, de cette clôture, de pouvoir la regarder dans les yeux et lui montrer que je savais, que je n'étais pas dupe, que ces années de tromperie étaient terminées. Ce qui continue à me hanter parfois, ce sont les questions sans réponse. À quel moment exact a-t-elle décidé de me voler pour la première fois? Comment a-t-elle rationalisé ce choix? Est-ce qu'elle a hésité? Est-ce qu'elle a eu des remords? Quand elle me regardait travailler dur pour notre entreprise, sachant qu'elle me sabotait en secret, qu'est-ce qu'elle ressentait? Ces questions resteront probablement sans réponse pour toujours, et j'ai appris à accepter cela. Une chose que je n'ai jamais regrettée, c'est de ne pas l'avoir envoyée en prison. Certains disent que j'ai été trop clémente,
que je lui ai donné une porte de sortie qu'elle ne méritait pas. Peut-être qu'ils ont raison. Mais pour moi, la voir perdre l'entreprise, perdre notre amitié, être obligée de me rembourser pendant des années, c'était une punition suffisante. Et surtout, ça me permettait de tourner la page sans être enfermée dans un processus judiciaire interminable qui aurait gardé cette histoire au centre de ma vie pendant des années. La décision de ne pas rendre publique sa trahison a aussi été délibérée. J'aurais pu détruire sa réputation professionnelle, raconter à tout le monde dans notre industrie ce qu'elle avait fait. Mais à quoi bon? Ça ne m'aurait pas rendu mon argent plus vite, ça n'aurait pas guéri ma douleur. Ça aurait juste créé plus de drames, plus de toxicité. J'ai choisi la voie de la dignité silencieuse, et je pense que c'était le bon choix. Aujourd'hui, quand je forme de nouveaux partenariats ou embauche des cadres supérieurs, je suis beaucoup plus méthodique dans mon approche. Des vérifications de références approfondies, des périodes d'essai plus longues, des contrats détaillés avec des clauses de protection. Certains pourraient voir cela comme de la méfiance excessive, mais moi je vois cela comme de l'intelligence d'affaires. Faire confiance n'est pas naïf, mais faire confiance sans vérification l'est. J'ai aussi appris l'importance de diversifier les responsabilités et d'avoir des systèmes de contrôle indépendants. Personne dans mon entreprise maintenant n'a accès complet aux finances sans supervision. Personne ne peut signer de gros montants seul. Ce ne sont pas des mesures prises par manque de confiance envers mon équipe actuelle. Ce sont simplement des pratiques commerciales saines que j'aurais dû mettre en place depuis le début. La thérapie a été cruciale dans mon processus de guérison. Mon thérapeute m'a aidé à comprendre que la trahison de Sophie n'était pas un reflet de ma valeur ou de mon jugement, mais de ses propres failles de caractère. Il m'a aidé à travailler sur ma culpabilité mal placée, sur cette voix dans ma tête qui me disait que j'aurais dû savoir, que j'aurais dû voir les signes. La vérité, c'est que Sophie était une menteuse experte qui avait perfectionné son art pendant 7 ans. Ce n'était pas ma faute de ne pas avoir vu à travers ses mensonges sophistiqués. Une des choses les plus thérapeutiques a été de partager mon histoire avec d'autres entrepreneurs qui avaient vécu des trahisons similaires. J'ai découvert que c'était malheureusement assez commun, des associés qui volent, des employés de confiance qui détournent des fonds. Entendre leurs histoires, leur processus de guérison, leurs conseils, m'a fait sentir moins seule, moins stupide. C'était un rappel que les prédateurs existent, et qu'être victime d'un prédateur ne fait pas de vous quelqu'un de faible ou de stupide. Mon conseil à quiconque se trouve dans une situation similaire? Faites confiance à votre instinct. Si quelque chose semble bizarre, même légèrement, creusez. N'ayez pas peur de paraître suspicieux ou méfiant. C'est votre argent, votre entreprise, votre avenir. Vous avez le droit de poser des questions, de demander des justifications, de vérifier. Et si quelqu'un vous fait sentir coupable pour avoir voulu des clarifications, c'est un énorme drapeau rouge. Mettez en place des systèmes de contrôle dès le début. Ne pensez pas que parce que vous faites confiance à quelqu'un, ces systèmes sont inutiles. Au contraire, les bons systèmes protègent tout le monde, y compris les personnes honnêtes qui n'ont rien à cacher. Ils créent de la transparence et de la responsabilité, ce qui est sain pour toute organisation. Et si vous découvrez une trahison, ne minimisez pas vos sentiments. C'est normal d'être dévasté, en colère, confus. C'est normal de pleurer, de rager, de passer par toutes les étapes du deuil, parce que c'est essentiellement un deuil, la mort d'une relation que vous pensiez réelle. Donnez-vous la permission de ressentir tout ce que vous ressentez, mais ne restez pas coincé dans ces émotions. Cherchez de l'aide, que ce soit un thérapeute, des amis, un groupe de soutien. Vous ne devez pas traverser cela seul. 3 ans plus tard, je peux dire honnêtement que je vais bien. Mieux que bien, en fait. Ma vie est riche, pleine, authentique d'une manière qu'elle ne l'était pas quand Sophie faisait encore partie de mon monde. J'ai des amitiés vraies, basées sur l'honnêteté mutuelle et le respect. J'ai une entreprise florissante qui reflète mes valeurs et ma vision. J'ai un partenaire qui me soutient et me comprend. J'ai une paix intérieure que je ne savais pas possible après avoir été trahi si profondément. Sophie fait partie de mon passé maintenant, un chapitre douloureux mais fermé de mon histoire. Elle m'a pris beaucoup de choses, mais elle ne m'a pas pris mon avenir. Elle ne m'a pas pris ma capacité à être heureuse, à réussir, à faire confiance à nouveau. Et au final, c'est tout ce qui compte. Si elle lit cela un jour, je ne sais pas ce qu'elle ressentira. Peut-être de la colère que j'ai partagé notre histoire. Peut-être de la honte. Peut-être rien du tout. Mais ce n'est plus mon problème. J'ai raconté cette histoire non pas pour me venger, mais pour aider d'autres personnes qui pourraient vivre quelque chose de similaire, pour leur montrer qu'on peut survivre à une trahison dévastatrice et en ressortir plus fort.
Alors voilà, c'est mon histoire. L'histoire de comment ma meilleure amie m'a volé des millions pendant 7 ans, et comment j'ai survécu à la découverte de cette trahison pour construire une vie meilleure sans elle. C'est l'histoire d'une fin douloureuse mais aussi d'un nouveau début plein d'espoir. Maintenant je vous pose la question. Avez-vous déjà vécu une trahison qui a complètement changé votre perception de quelqu'un que vous aimiez? Comment avez-vous géré la découverte et les conséquences? Et plus important encore, pensez-vous que j'ai eu raison de lui donner une chance d'éviter la prison en échange d'un remboursement intégral, ou aurais-je dû la dénoncer immédiatement aux autorités sans aucune négociation possible?